Donc, c'est ce que je vous disais. On ne va pas suivre le PowerPoint, on va parler de la fabrique du nom directement. D'accord? Donc, si vous êtes toutes là, c'est que normalement, vous êtes prêtes à faire le grand saut. Et ce saut-là, il n'est pas facile à prendre. Parce qu'on peut avoir un projet qui est très bien ficelé. Et ce n'est pas pour ça qu'on est prête à se lancer forcément. Alors, si vous pouviez lever dans la main celles qui sont prêtes à se lancer. Une. Merci d'avoir. Deux. Alors, même si on a déjà commencé, ça veut dire qu'on est dans les débuts. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous donner 3 histoires, là, maintenant, de personnes qui se sont lancées. Et vous allez essayer de comprendre le lien, d'accord? Le fil conducteur. La première, je vais vous parler de Marie. Marie, elle était à l'époque conseillère en images. Elle travaillait pour le monde de la cosmétique plutôt haut de gamme. D'accord. Elle a été suivie par une structure d'accompagnement pour pouvoir travailler sur son projet. Elle était prête. Quand je l'ai rencontrée, elle était prête. Donc son plan était prêt, elle savait ce qu'elle devait faire, qui elle devait contacter, comment elle devait communiquer, tout était prêt. Et ça faisait 6 mois. Alors cette personne-là, Marie, faisait partie de mon entourage, était ma voisine. Ça faisait 6 mois qu'elle devait se lancer, elle ne s'est toujours pas lancée, alors que tout était prêt. Carte de visite prête avec son nom, tout, donc son nom et son prénom, son activité. Et quand j'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, il y a un problème, pourquoi tu ne te lances pas? On a travaillé ensemble pour voir ce qui n'allait pas. Et en fait, c'était son problème. Vous allez le savoir après. D'accord? Je ne vous le dis pas tout de suite. Deuxième cas, je vous donne le cas de Léna, qui était à l'origine ingénieure, qui a travaillé pendant des années dans les gros groupes industriels, dans la région parisienne. Léna a voulu se mettre à son compte ensuite pour pouvoir travailler auprès des industriels sur comment accompagner les entreprises à recentrer sur l'humain. Donc c'est un gros défi, parce que dans le milieu industriel, ce n'est pas simple. Léna a été partie avec un nom qu'elle avait. Elle avait décidé de prendre un nom de marque, donc elle a elle-même créé. Donc elle était bien partie, comme elle a l'habitude des projets quand même. Bon, elle avait besoin de personne, elle s'est débrouillée toute seule. Donc c'était très clair, ses missions étaient très claires, son public était clair. Elle arrive chez la graphiste, faire son logo. Et la graphiste, elle a eu quand même une petite réticence à lui faire son logo, heureusement. Vous allez voir pourquoi, heureusement. Léna avait choisi un nom, puisque c'était dans le domaine de l'accompagnement humain, replacer l'homme avec un grand H, d'accord, l'homme au centre de la productivité, et puis l'inverse. Donc elle avait choisi un nom qui lui plaisait, qui était plutôt à connotation, alors je ne vais pas vous donner son nom d'origine, parce que voilà, c'est le secret professionnel, qui était plutôt à connotation un peu développement personnel. Le développement personnel dans le milieu industriel, vous imaginez le grand écart. Donc voilà, elle s'est bloquée à ça, elle ne pouvait pas continuer. Troisième cas, je vous donne le cas d'une autre personne, Clémence. Clémence, elle, c'est une autre histoire. Clémence, elle a racheté dans le cas d'une entreprise d'herboristerie dans le nord de la France. Donc il y avait déjà un nom pour son entreprise, sa boutique d'herboristerie, c'est une vieille famille du nord de la France. Clémence, elle voulait changer ce nom-là parce qu'elle était plus jeune et puis parce que c'était pendant le premier confinement. Elle voulait quelque chose de plus moderne parce que les plantes, c'est pas que pour les tisanes de mamie. Elle voulait une autre image, casser un petit peu cette image. Mais bon, elle a connu le salon professionnel un peu trop tardivement, donc les papiers étaient déjà engagés chez le notaire, chez le comptable, tout, donc elle n'avait plus le temps de retravailler son nom. Et donc, elle est restée avec ce nom-là. C'est compliqué. C'est quoi la différence entre ces 3 histoires que je vous ai données? Quel est le lien, en fait, qui fait qu'elles étaient dans une problématique et qu'elles n'ont pas pu avancer correctement? Est-ce que vous avez une idée? Tout simplement. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, au-delà du nom, parce qu'en fait, effectivement, il y avait un problème sur le nom, mais c'est quoi? Parce qu'en fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le nom. Le nom, c'est un produit final, d'accord? On est d'accord, mais il y a autre chose derrière. Pardon? L'image et au-delà de l'image. Parce que pour avoir une image, il faut la construire, cette image, d'accord? Et qu'est-ce qu'on met derrière l'image? Les valeurs. Merci, les valeurs. Il y a quoi d'autre? Positionnement par rapport à quelle clientèle on veut, le prix que l'on veut afficher, est-ce que les prix sont en lien avec ce que vous proposez dans vos services, d'accord? Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Quels étaient vraiment leurs gros problèmes à toutes les 3? Si je prends la première, on a dit qu'elle s'appelait Marie. Marie, elle avait un problème, en fait, elle avait un nom
C'est ça que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle avait un nom, elle a imaginé un nom, mais son nom, en fait, il était un petit peu trop tendance. Et elle visait une clientèle haut de gamme, donc qui ne veut pas ressembler à tout le monde, d'accord, avec des prix assez élevés. Et son nom, il était, entre guillemets, un peu bas de gamme. Hein. Donc ça ne correspondait pas du tout à sa clientèle. Donc c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à se lancer, parce qu'au niveau de la crédibilité, elle n'arrivait pas à dire que elle avait cette expérience professionnelle et qu'elle voulait continuer en tant qu'indépendante avec un public qui restait le même, mais le nom ne correspondait pas. Donc elle avait un problème elle avait un problème de confiance, d'accord, tout simplement, de crédibilité, parce que son nom ne correspondait pas à sa clientèle et à ce qu'elle proposait. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'était quoi? Je vous ai parlé de Léna. Léna, il y avait un problème. Si elle avait gardé son nom, quel problème elle aurait eu? Même si la graphiste, elle lui avait dit, bon, pourquoi pas, parce qu'en même temps, des fois, on n'a pas toujours le choix quand le client, il veut, même si on a beau lui dire, il ne faut pas, on n'a pas toujours le choix, c'est lui qui décide. Léna, si elle avait gardé son nom, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que vous avez une idée? Comment? Alors, de crédibilité, oui, elle aurait ramé, je pense, hein, vraiment, parce que dans le milieu industriel, c'est des hommes, hein, donc il faut que tout soit droit, d'accord? Je ne dis pas que les femmes sont plus souples, mais quand même un petit peu, on essaie de comprendre, on essaie de creuser, d'accord? Mais bon, dans le milieu industriel, il y a aussi des femmes, et c'est vrai qu'il faut que les choses soient très claires et qu'on aille directement à l'objectif. Léna, en fait, elle avait un autre problème, c'est qu'en fait, au niveau de la visibilité, sur son site internet, avec le nom qu'elle avait, elle n'attirait pas du tout les bonnes personnes. Parce que le nom de marque, c'est la première chose qui vous met dans la visibilité sur les référencements Google. Votre nom, il doit être original, il doit être unique. Donc, s'il n'est pas original et unique, vous n'êtes pas référencé. Vous allez être dans la masse de noms qu'il y a sur Google. D'accord? Léna, c'est donc un problème de visibilité, d'accord, et de crédibilité, comme vous l'avez dit. Et ensuite, Clémence, j'ai dit, elle a créé un nom, mais un petit peu rapidement, parce qu'elle n'avait pas le temps, les papiers étaient prêts chez le notaire. Elle a un petit peu ramé, parce qu'en plus, la pauvre, elle a eu les histoires de confinement. Mais même le confinement, il y en a qui s'en sont bien sortis, hein, d'accord, dans ce domaine-là, dans tout ce qui est commerce en ligne. Donc, quel était son problème, elle, du coup? Est-ce que vous avez une idée? Aucune idée? Donc, elle a, en fait, son problème, on va parler de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se retrouvaient pas dans ce qu'elle proposait, tout simplement, en se disant, les plantes, c'est que pour les tisanes, parce que c'était l'ancienne clientèle du magasin, d'accord? Donc c'est vraiment un problème. Elle n'a pas sécurisé le parcours, en fait, du client. C'est-à-dire que le client n'avait pas envie de se ressembler aux personnes qui venaient à l'origine dans ce magasin, qui étaient un petit peu vieillots, donc il fallait lui donner un petit coup de jeune. Donc la visibilité était aussi mauvaise, d'accord? La sécurité, il y a aussi autre chose dans la sécurité du nom. Il y a le fait qu'en fait, si vous proposez un nom, que vous n'avez pas bien étudié, si vous n'avez pas regardé s'il était unique et qu'il pouvait bien vous appartenir, vous pouvez vous faire attaquer. D'accord? On va vous dire gentiment, une fois que vous aurez fait votre devanture, vos papiers, vos cartes de visite, votre site internet, on peut vous dire, non, ce nom-là, il ne vous appartient pas, il m'appartient. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc ça fait un an que vous démarrez, c'est un petit peu bête, hein, et que vous serez au plein milieu de l'activité, ça va être compliqué de reprendre tout à zéro. D'accord? Donc c'est pour ça que le nom, en fait, derrière le nom, au-delà du produit, d'accord, que vous voyez fini, le nom de marque, la fabrique du nom, derrière, on travaille plein de choses. Et c'est ça que je vais vous parler. Alors je vais essayer de surveiller l'heure quand même pour ne pas embêter mes collègues après. Il est 20, hein, c'est ça? Alors, on va passer un petit peu. Donc c'est ce que je vous disais, hein, le problème du nom, c'est qu'il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on vous puissiez avoir confiance, mais inspirer confiance. C'est important dans le nom de marque. Et puis la troisième chose qui est importante dans un nom de marque, c'est qu'il faut qu'il soit durable. Durable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vous appartienne et que vous ne soyez pas obligé de le changer parce que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Durable parce que, en fait, dans le temps, votre activité aujourd'hui au temps X, aujourd'hui on est le 14 octobre, eh bien, dans 6 mois, vous voyez, vous pouvez évoluer. En 6 mois, on a énormément le temps d'évoluer, on a envie de faire d'autres choses, on a envie d'élargir son activité parce que déjà on est sur le terrain, on rencontre des gens, on rencontre des clients, et on se dit, ah bah tiens, je n'avais pas prévu ça. Donc votre plan, il bouge, il est vraiment mouvant. Donc il faut que votre nom puisse suivre aussi vos activités. D'accord? Et la difficulté, c'est qu'en fait, des noms de marque, je ne sais plus si je l'ai mis là-dedans, c'est ici, les noms de marque, il y en a plus de 100 000 qui sont déposés par an à l'INPI. Donc vous avez très peu de marge pour pouvoir choisir un nom qui vous convienne, qui corresponde à vos valeurs, qui corresponde à votre cible clientèle et qui en plus soit original et soit unique. Donc vous n'êtes pas les seuls, d'accord? Donc c'est ce que je disais, le nom il est indispensable au lancement bien sûr, mais même après, hein, parce que même si vous avez démarré avec un nom qui n'est pas
l'idéal, parce que des fois, on fait ce qu'on peut. Hein. Des fois, on est pris un peu plus vite par le temps. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du référencement, c'est important. Et puis, alors ça, c'est le truc qui est bien quand même du nom de marque, c'est qu'il parle à votre place. Ça, c'est un super ambassadeur. Parce qu'effectivement, quand votre nom il est connu, on le repère et on sait qui vous êtes. Parce que le nom, il indique pourquoi vous travaillez, pour qui vous travaillez, il indique quelque part aussi le prix. Combien de temps vous travaillez. Vous voyez, la fabrique du nom, c'est un truc tout bête. La fabrique du nom, c'est 5 syllabes. Dans les codes langagiers publicitaires, un nom qui est long, ça veut dire qu'en fait, le processus est long. Si j'avais choisi un nom très court, ça veut dire qu'on faisait un nom très vite. D'accord ? La fabrique du nom, on prend le temps, on se pose, on le construit. D'accord ? On le construit avec différents paramètres. Le rythme a une importance dans le nom de marque. D'accord ? La longueur a une importance. Les lettres ont une importance aussi. Alors, vous savez peut-être, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les produits publicitaires, les noms qui se terminent souvent par un A, c'est pour les femmes. Les noms qui se terminent par un O, c'est plus pour les hommes. D'accord ? Puis il y a des petites astuces comme ça. Bon, alors les difficultés, je vous en ai parlé, on passe. D'accord ? Maintenant, le nom, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était compliqué de le faire parce que souvent, quand on est seul au départ, pour lancer son entreprise, on pense à une chose. Et en fait, on a besoin de 5 paramètres pour créer le nom. D'accord ? Vous savez, le premier auquel vous pensez en général, c'est parler de vous, parler de vos forces, de ce qui est important pour vous. C'est ça que vous avez envie de transmettre dans votre nom. D'accord ? C'est ça aussi qui va faire qu'il va être original. La deuxième chose à laquelle vous pensez, c'est qu'il faut que ça corresponde à votre clientèle. D'accord ? Et ça, c'est important. Et puis souvent, là où il y a le plus de difficultés, c'est que vous allez faire en sorte que ça parle bien de votre activité. Et des fois, c'est tellement trop bien que vous ne pouvez pas le protéger, ce nom, parce qu'il est trop descriptif. D'accord ? Et que le langage, il appartient à tout le monde. On ne peut pas dire, par exemple, vous créez des chaises, vous avez envie de vendre des chaises, vous ne pouvez pas appeler ça, votre nom de marque, les chaises. Je vous dis un truc tout bête. Hein, parce que les chaises, ça appartient au vocabulaire de tout le monde, vous ne pouvez pas le protéger, il est trop descriptif. D'accord ? Ça doit parler de votre nom, de votre idée, pardon, du message que vous voulez véhiculer, comment vous allez parler de votre concept. Mais dans le concept, il n'y a pas que le concept de votre projet professionnel, de votre projet d'entreprise, il y a aussi le concept de l'INPI. Et l'INPI, c'est une grande institution en France qui est assez facile à comprendre quand on a compris la logique. Mais il faut leur comprendre leur logique. Il faut que le nom il soit descriptif, mais en même temps pas trop, pour que vous puissiez le déposer. Donc c'est ça, quand je dis qu'il faut que ça corresponde à l'idée, il faut que ça corresponde aussi à des codes, donc administratifs, aux codes du web aussi, parce que quand vous déposez votre nom, quand vous avez besoin d'un site internet, vous avez une adresse internet, un nom de domaine. Donc le nom de domaine, il faut qu'il soit disponible aussi. Ce n'est pas parce que vous pouvez l'acheter que le nom de marque vous appartient, d'accord ? Il faut que le nom de domaine puisse correspondre à votre nom de marque et qu'il vous appartienne bien. Il faut regarder dans les noms de société aussi, si c'est disponible. Il faut regarder dans les noms d'associations, parce que les associations sont protégées en France, d'accord ? Donc on n'a pas le droit de prendre le nom d'une association. D'accord ? Même si c'est une association à but non lucratif, elle a les droits avant vous. D'accord ? Et puis la dernière chose qui est importante, c'est que quand vous avez mis tout ça, déjà quand vous avez mis tous ces paliers-là, il faut que votre message il ait du sens. Parce que dans votre nom, il faut qu'on puisse comprendre ce que vous voulez, ce que vous promettez derrière ce nom-là. D'accord ? Il faut qu'il soit harmonieux, il faut que les mots aillent ensemble, que ça représente bien vous et que vous ne trompez pas la personne par rapport à ce que vous proposez. D'accord ? Donc vous voyez, c'est tout ça, c'est tous ces éléments-là. Et souvent, ce que je constate, moi, parce que ça fait 2 ans que j'ai créé mon entreprise, donc souvent, ce que je constate, c'est que soit les personnes sont axées sur leur identité, donc sur l'activité qu'elles proposent, et elles vont transmettre, c'est super, elles vont transmettre leur univers, leurs émotions, et c'est ce qu'il faut. Mais parfois, comme le cas de Léna, qui était ingénieure dans le monde industriel, c'était trop proche d'elle, trop décalé par rapport aux clients, vous voyez ? Ou alors on a l'inverse. On a, par exemple, des gens qui vont être axés très très sur le client, sur le collectif, parce qu'on a envie d'avoir un nom qui plaise à sa clientèle et on ne veut surtout pas faire de faux pas. Eh bien, à force de vouloir trop coller, en fait, on se sent un peu éloigné, parce qu'on a essayé de faire plaisir, mais ce n'est pas trop nous, en fait. Donc, il ne faut pas être que dans le côté commercial et marketing, il faut vraiment qu'il y ait un alignement. Un alignement, ça veut dire que ça puisse aller ensemble de manière harmonieuse. D'accord ? Ça, c'est sur le nom de marque. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez au fur et à mesure. D'accord ? 25. On y arrive.
Alors voilà comment on travaille le non de manière générale. Enfin, moi, comment je le travaille, c'est un processus que j'ai mis en place depuis le début et je garde toujours le même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un processus qui est long. Ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête un matin quand je me réveille pour chercher un non. D'abord, je travaille sur l'identité personnelle de l'entrepreneur, sur ses forces, ses points forts, bien sûr, sur ses qualités, sur ses valeurs, mais aussi une chose auquel vous ne pensez pas souvent et qui est importante, parce qu'il faut le savoir dès le départ, on travaille aussi sur vos faiblesses. Pourquoi c'est important de connaître ses faiblesses? Parce que ça va vous permettre de vous identifier par rapport à votre future clientèle, de savoir vers qui vous n'avez pas envie d'aller. Parce que souvent on fait le persona, le beau persona bien tranquille, avec tous les détails, et il faut quand même que ça vous corresponde un minimum, d'accord? Donc on va travailler sur l'identité de marque la semaine suivante. En général, c'est un entretien qui dure 2 heures, c'est un échange qui dure 2 heures. Donc on va chercher votre singularité en premier, ce qui fait que c'est vous, c'est votre différence qu'on va chercher, d'accord? Après, on va travailler sur l'univers de la marque, donc votre clientèle, vos missions, comment vous travaillez, quelle est votre différence dans la manière de présenter votre travail, parce que quelle que soit votre activité, je vais dire, vous avez plein de concurrents, d'accord? C'est rare quand on a une idée innovante. Alors dans innovant, quand je dis ça, c'est rare quand on a quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. C'est très rare, d'accord? Mais ça n'empêche pas qu'on peut être différent et on peut proposer quelque chose de sympa et qu'on n'ait pas encore vu, sous un autre format. C'est ce qu'on appelle la créativité, d'accord? Ici, dans la salle, vous avez un projet de vous lancer. Donc vous êtes toutes, vous allez l'oublier, mais vous ne l'oubliez pas, parce que je vous le dis aujourd'hui, vous êtes toutes créatives. Vous avez lancé un projet, vous avez observé autour de vous le projet que vous vouliez lancer sous un autre format que ce qui existe. Donc n'oubliez pas, dans ce projet, de toujours garder votre différence. C'est ça qui fait que vous allez vous démarquer. Et c'est ça qu'on travaille dans le projet, dans l'identité de marque. C'est quelle est votre différence. Et gardez toujours... Alors s'il y a une chose que vous devez retenir en repartant de ces workshops, c'est continuer d'être créatif et penser toujours à cette différence. Qu'est-ce qui fait que mon produit est différent? Qu'est-ce qui fait que mon service est différent? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis différente dans ce que je propose. N'oubliez jamais ça. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça qu'on va mettre dans votre nom de marque. D'accord? C'est ça qui va transparaître. Et donc, la 3e semaine, bon, je vais un petit peu plus vite. Hein, il y a des propositions de noms qui vont être faites à partir de tous les mots-clés qu'on aura échangés ensemble et qui vont correspondre à votre clientèle. Donc, il y aura des explorations. Il y aura la phase ensuite contrôle et après, il y aura les propositions. D'accord? Ça, c'est juste globalement le processus. Donc, voilà, petite transition, je vous ai dit que vous étiez toutes créatives. D'accord? Donc vous avez fait votre nom de marque, vous développez votre entreprise et souvent ce qui se passe, c'est que on est à fond dans son projet, dans son activité. On est au cœur de son activité, on est partout et parfois on a du mal à relever la tête. D'accord? Et ce qui est important, c'est qu'en fait, là, vous avez réussi à obtenir votre visibilité. Alors vous me dites, bon, on n'est pas encore là, je suis dans mon projet, là, je ne l'ai pas encore lancé. Mais pensez que le nom de marque, il va vous servir à avoir de la visibilité. D'accord? Après, vous allez avoir de la confiance. Vous allez inspirer confiance. Vous aurez instauré une confiance auprès de votre clientèle. Et pour que votre marque soit durable, c'est important de ne pas se dire voilà, j'ai mon nom et le nom, il va faire tout seul. C'est vrai qu'il parle à votre place, c'est vrai qu'il fait des choses, mais votre nom, il indique aussi votre posture créative. C'est-à-dire qu'on voit comment vous fonctionnez. On voit si vous êtes quelqu'un, votre marché fonctionne. Je fais des caricatures, ne vous inquiétez pas, hein, je vise personne. Mais voilà, on peut se dire, voilà, mon activité, elle marche bien, j'ai de la chance. Voilà, je me repose sur mes lauriers, puis j'attends que ça arrive. Et puis je ne change rien de ma façon de faire parce que ça marche très bien. Vous savez très bien que dans l'entrepreneuriat, même dans le salariat, je pense qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas toujours. Mais dans l'entrepreneuriat, si vous attendez que les problèmes arrivent pour pouvoir réagir, vous allez ramer. Donc, vous allez commencer à avoir cette posture créative, vous êtes en train de l'avoir pour pouvoir créer votre entreprise. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez enclenché une démarche, une posture dans votre tête pour pouvoir observer ce qui se passait autour de vous et pouvoir proposer le service. Eh bien, vous cherchez à faire ce qu'il y a de mieux, on est d'accord? Vous ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Gardez cette posture pour que justement, c'est cette posture-là créative de chercher toujours à faire mieux qui fait que ça va être durable, votre activité. Parce que ça va être durable, elle va être cohérente dans le temps, elle va être différente tout le temps dans le temps et vous allez toujours proposer quelque chose qui sera démarqué. Et ça va vous permettre de surmonter les étapes. D'accord? Ouais, c'est bon. Donc, la créativité, j'en reviens. Pourquoi vous allez me dire, je parle de créativité? Ça ne vous pose pas un petit peu question?
Je vous ai parlé du nom de marque, je vous parle de créativité. Je vous ai fait faire le lien là. D'accord? Je vous parle de créativité parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé mon entreprise il y a 2 ans sur la création du nom de marque. D'accord? Donc, c'est une activité qui marchait bien au départ, il n'y a aucun souci. J'ai toujours le besoin de faire en sorte que cette activité, que chacun des services soit toujours pensé au maximum parce qu'on a toujours besoin de se démarquer. Quand j'ai commencé, je n'avais pas de concurrents dans mon domaine. D'accord? Parce que je veux viser surtout les petites entreprises, les petites PME et les petites TPE et les micro-entreprises. Les agences de naming dans les grandes villes, ça s'adresse à des grandes entreprises. Donc, ce n'était pas mes concurrents, d'accord? Bon, avec le Covid, j'ai un petit peu plus de concurrents dans certaines agences. Donc, moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte que je sois bien démarquée et de toujours faire en sorte de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai que c'est fatigant, mais vous allez voir, et au bout d'un moment, vous allez prendre du plaisir parce que vous allez toujours proposer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va en fait épater votre clientèle. Parce que vous allez toujours proposer quelque chose qui va se détacher de la masse. Et donc, en 2020, c'était mon 2e anniversaire d'entrepreneuriat, j'ai créé une 2e marque qui s'appelle Posturologue. Et le but, c'était toujours pareil, c'est une marque de la fabrique du nom, le but, c'est de pouvoir proposer aux entreprises, aux entrepreneurs, de garder leur créativité et justement de l'approfondir et de toujours pouvoir améliorer leurs produits, leurs services, leur expérience qu'ils proposaient aux clients. D'accord? Pourquoi? Parce que la créativité, alors vous avez le nom effectivement, et la visibilité, c'est un facteur de croissance. Mais une fois que vous avez, même au bout de 6 mois, la première chose qui vous permet d'évoluer, c'est votre créativité. D'accord? C'est vrai, retenez vraiment ça. C'est vraiment ça qui va vous permettre de durer dans le temps. Parce qu'effectivement, vous allez voir certaines façons de travailler sous un autre angle, d'accord? Donc vous allez pouvoir proposer, par exemple, si vous faites de l'accompagnement, vous allez pouvoir proposer, par exemple, au lieu de faire de l'accompagnement derrière un bureau avec une table et une chaise, vous allez dire, tiens, il y a eu le Covid, on ne peut plus trop, les gens n'osent pas venir dans les bureaux, j'ai proposé une autre solution. Et vous allez réfléchir à tout ce qui se passe, d'accord? Comment les autres fonctionnent ailleurs dans le monde, comment les autres fonctionnent. Est-ce que tout le monde fait des entretiens autour d'une table, par exemple, d'accord? Est-ce que tout le monde fait des entretiens derrière un ordinateur et un téléphone? Vous allez réfléchir à tout ça. Alors, je vous parle d'accompagnement, ça peut être un autre format, bien sûr. Je ne sais pas quelles sont les activités que vous envisagez. Mais essayez toujours de penser ce qui existe comme étude ailleurs, dans d'autres pays, parce que la France n'est pas le centre du monde. Il y a d'autres pays qui ont d'autres manières de travailler, sans crise, qui ont d'autres manières de travailler et que vous pouvez réinjecter dans votre entreprise. Et c'est ça la posture créative, d'accord? Donc, vous pouvez innover ou tout simplement, quand vous aurez l'habitude de réfléchir, de créer, vous pourrez inventer quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Donc la tendance du futur, c'est ça en fait, c'est de pouvoir proposer des choses nouvelles, mais en même temps, c'est de pouvoir de vraiment aller au-devant des problèmes, de pouvoir les surmonter, de pouvoir gérer les imprévus, comme par exemple la Covid, ou par exemple un client que vous n'aviez pas envisagé, et vous pourrez peut-être restreindre votre clientèle, dire non, je n'ai pas envie de travailler avec ce genre de personne qui est dans tel secteur d'activité. Vous pourrez vous permettre ça, d'accord? Parce que vous aurez bien réfléchi. Donc c'est ça la posture de marque créative. Et pour ça, il y a des méthodes. Là, vous l'avez fait intuitivement, d'accord? Vous la faites intuitivement actuellement, vous n'avez pas de méthode, parce que ça vous prend les tripes, vous connaissez bien le terrain, donc vous y allez, d'accord? Donc vous ne réfléchissez pas, vous réfléchissez plutôt au plan comment lancer votre projet, d'accord? Mais vous avez une méthode, et c'est ça que je vais vous proposer, entre autres, de savoir qu'effectivement, la créativité, c'est un savoir-faire que vous avez déjà, qui s'acquiert, pour certaines qui ne savent pas comment ça se passe, qui se travaille et qui s'exploite, d'accord? Alors ça, c'est le café créatif que je propose. Donc, pour vous donner une idée, quand je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y a pas toujours autour d'une table, dans une salle où on peut recevoir du monde. Moi, j'ai proposé, c'était juste un petit peu avant le confinement, je proposais des cafés créatifs pour les entrepreneurs dans un café. Parce que moi, je ne supporte pas, tout simplement, d'être dans un bureau. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être devant des gens. Et même, c'est parce que je passe beaucoup de temps derrière le téléphone ou en visioconférence pour mes clients et mes clientes. Donc, le terrain me manque. D'accord? Donc, j'ai proposé des cafés créatifs pour pouvoir rencontrer les entrepreneurs autour d'un café. Donc, on n'est pas dans une salle. Et pour créer, on a besoin de changer d'univers. On ne doit pas toujours être dans son quotidien. Donc, c'est un exemple. Ce café créatif, là, il va démarrer aussi en visio parce que ça marche bien. Donc, du coup, je vais le démarrer en visio et les inscriptions, donc on va les commencer en novembre. Mais pour vous donner une méthode, parce que c'était ça aussi aujourd'hui, de vous donner une méthode de comment avoir une posture créative. C'en est une parmi tant d'autres, d'accord?
Alors, comment j'ai trouvé cette méthode? C'est tout simplement parce que, comme je vous ai dit, à l'origine, j'étais dans la recherche. Et quand on fait une recherche, on a une méthode scientifique. Exactement comme vous, sauf que nous, on le sait parce qu'on fait ça tout le temps. C'est exactement comme vous quand vous lancez votre projet, c'est une méthode scientifique, d'accord? Vous avez au départ un ensemble de connaissances, d'accord? Eh bien, cultivez ces connaissances. Moi, ce que je vous propose vraiment, c'est tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, vous faites un résumé dans un petit carnet ou sur un ordinateur, peu importe. Mais gardez bien ça toujours de côté parce que c'est jamais perdu. Vous allez dans des salons, vous allez n'importe où, il y a quelque chose qui vous a interpellé, ça vous intéresse, même si vous ne savez pas comment faire, vous le gardez de côté, vous l'écrivez dans un petit carnet. Parce que c'est avec cette accumulation de connaissances que vous allez pouvoir faire des liens. Si vous vous dites « ah c'est bien » et puis vous passez à autre chose, vous ne ferez jamais de lien. C'est pareil dans votre activité. Quand vous avez des clients, faites des fiches pour vous simplement, vous dire qu'est-ce qui vous a plu dans l'accompagnement que vous avez fait avec telle et telle personne. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Pour vous, pas pour le publier sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que vous allez analyser votre pratique et vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. D'accord? Donc ça, la première chose, c'est fait. En fait, pour créer, il faut d'abord avoir un ensemble de connaissances. D'accord? C'est la première étape, pour pouvoir faire des associations. La deuxième chose, c'est ce que vous faites, c'est de vous questionner. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut faire autrement? Et puis, demandez à vos clients, alors je parle de clients, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir, même s'ils sont satisfaits de votre produit et de votre service. Toujours leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, d'accord? Dans l'idéal, ou qu'est-ce qu'ils auraient pu avoir. Donc, toujours questionner. Et en fait, on dit qu'effectivement, quelqu'un qui réussit en affaires, c'est celui qui a l'air de bien poser les questions. Pas celui qui se dit « j'ai réussi, chouette, youpi ». Non, c'est celui qui sait poser les questions. Vous savez, les enfants, alors je ne sais pas si tout le monde a des enfants, les enfants, oui, je me dépêche, les enfants, en fait, ils sont tout le temps en train, les jeunes enfants, ils disent toujours « pourquoi ». C'est de l'intelligence créative, ça. Parce qu'ils ont besoin, en fait, de faire le tour de la problématique d'un sujet. D'accord? Ça, c'est un... Bon. Donc voilà, par rapport à ça, la troisième étape, donc on avait dit, il y a les associations, un cumul de connaissances. La deuxième, on a dit, c'est le questionnement. La troisième, on va y arriver. La troisième, je crois que c'est l'observation. Il y avait ça? Est-ce que vous vous souvenez? C'est l'observation? Voilà. Donc en fait, les idées, elles viennent, parce qu'à un moment, il faut se poser, il faut observer tout simplement, sans se poser de questions. Il faut faire un break. Parce que vous verrez, quand vous êtes entrepreneur, vous pensez tout le temps. Il y a un moment, il faut se poser. D'accord? Donc, il faut recueillir les données, vous les gardez de côté, vous réfléchissez comme ça. Après, une fois que vous avez tout ça, vous avez quelques idées qui vous viennent. Eh bien, vous ne mettez pas de filtre, surtout. Pas de filtre. Parce que le but, ce n'est pas de se demander si ça va marcher ou pas. Vous expérimentez, vous essayez, par exemple, avec un client. Ou vous essayez sur une page de votre site si c'est un truc que vous voulez essayer. Vous essayez. Peu importe si ça marche ou pas, on s'en fiche. Vous essayez. Et là, vous en tirez des leçons. D'accord? Et ensuite, ce qu'on dit souvent, c'est qu'une fois que vous avez vos idées, que vous avez essayé, eh bien, le but pour que vous puissiez avoir d'autres idées créatives, c'est d'aller dans différents milieux. Pas de rester entre entrepreneurs qui font la même chose que vous, mais d'aller au-devant des gens qui sont différents de vous. Vous avez vu, le fil conducteur, c'est la créativité et la différence, tout le temps. Ayez ça en tête. Quand vous allez vous développer dans des réseaux, allez dans des réseaux qui ne sont pas comme vous, qui ne sont pas dans le même secteur d'activité que vous. Alors moi, j'ai de la chance parce que je travaille avec des gens qui sont complètement différents et c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais dans plein d'endroits et je rencontre des entrepreneurs qui sont dans des activités complètement différentes. Donc ça, c'est génial. Mais pensez à ça. On va s'arrêter là par rapport à la présentation. Donc retenez bien. Qu'est-ce que vous avez retenu d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez me dire, synthétiser brièvement ce que vous avez retenu de ce workshop? Qu'est-ce qu'il faut retenir en repartant d'ici? Ouais, merci. Il y a autre chose à dire? Merci, cultiver sa singularité, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose? Restez curieux, tout à fait, merci. Bon, sur la créativité, je crois que vous avez bien compris. C'est bon, là, vous avez compris que... Mais vous voyez, la créativité, ça, c'est un exemple que je vous donne. Dans le café créatif, je vous propose plein d'autres thématiques, des dosettes. Il y a 6 dosettes en tout pour pouvoir faire le tour de la créativité, parce que la créativité, ce n'est pas que dessiner, parce qu'on a des fois des stéréotypes. Moi, j'en ai fait partie de ces stéréotypes. Je pensais que c'était que dessiner ou faire des choses. Alors, je dis que, ce n'est pas restrictif, mais je me disais, je ne pourrais jamais être créative parce que j'aime pas le dessin plus que ça. J'aime le dessin pour moi, mais pas pour en faire un métier. J'aime bien bricoler, faire de la restauration de meubles, mais pour moi, pas pour le faire pour d'autres personnes. Donc, vous voyez, la créativité, c'est pas que dans le domaine artistique, d'accord? C'est vraiment la créativité, c'est
trouver un lien avec différentes solutions. D'accord? Voilà. Et pour la création de nom de marque, alors qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui est important en fait? À quoi ça sert? Il y a 3 choses, je vous ai dit. La visibilité, super. Ça sert à être visible. Ensuite, une deuxième chose, dans sa pratique tous les jours, ça sert à quoi? Ouais, ça sert à avoir confiance et à inspirer confiance, d'accord? Donc à être crédible. Et la troisième chose, je l'ai dit vraiment très furtivement parce qu'en général, vous n'aimez pas trop qu'on parle de ça. Durable, alors dans le positif, mais dans le négatif, c'est la sécurité, d'accord? Parce qu'effectivement, il faut vraiment que votre nom il vous appartienne et que personne... Vous pouvez avoir un nom original qui soit unique, mais vous oubliez de le protéger. Et donc, moi, j'ai eu des clientes comme ça qui ont été au bout d'un an, qui revenaient en catastrophe parce qu'elles étaient obligées de changer de nom, parce que leur nom avait été volé. Et ça arrive. Ça arrive parce que tant que vous ne l'avez pas fait, eh ben, vous ne pourrez rien faire. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai terminé pour la présentation? J'espère que ça ne vous a pas endormi. Ça vous a intéressé? Bon. Est-ce que vous avez une question ou deux? Alors, pour le protéger son nom, normalement, vous allez sur le site de l'INPI et il faut juste aller chercher son secteur d'activité et vous déposez son nom de manière verbale. Ça, c'est important de le faire d'abord, le nom verbal. Parce que le nom, si vous protégez votre logo, c'est votre logo qui va être protégé, pas le nom de marque, d'accord? Donc, c'est important de faire d'abord le nom de marque et ensuite, le nom verbal, la marque verbale et ensuite la marque graphique. De toute façon, je suis sur le stand, d'accord? Donc, vous passez me voir si vous avez des questions. On a le temps cet après-midi. Puis même dès qu'on a fini, d'accord? Vous n'hésitez pas. Et surtout, il n'y a pas de questions bêtes, hein, d'accord? Vous ne dites pas « Oh, mais non, je n'ai pas commencé, je suis trop loin de la création ou du lancement. » Vous venez, c'est fait pour ça, ce salon, d'accord? Parce qu'on peut être effectivement gêné, parce qu'on peut se sentir un petit peu flou dans sa tête, parce qu'on pense à plein de choses. Eh ben, ça veut dire que c'est bon signe. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous êtes créative. Donc, juste un petit coup de main, c'est tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis on se dit à tout à l'heure au stand de la Fabrique du Nom. Je vous remercie beaucoup pour votre présence.